Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur le groupe Samsé? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. Vous pouvez demander des analyses quantitatives plus d'autres éléments derrière. D'accord? Donc, je vous laisse aller voir la page. On en a parlé il y a très longtemps. Je pense que on a fait une vidéo sur cette compagnie il y a un an, il y a plus d'un an, je pense bien. Et mon objectif de prix était aux alentours de 160 par là. OK, quels soient les bénéfices, 45 millions d'euros ici, je pense, de bénéfices nets moyens ici. Donc 2,5% de free cash flow sur un revenu de 1,8 milliard, etc. Ça nous donnait à peu près une valorisation, moins la dette nette, une valorisation aux alentours de 160. Mon prix d'acquisition perso, quand je le donnais encore, d'accord, était aux alentours de 100 euros. Et je pense que quand on faisait cette vidéo, l'entreprise cotait aux alentours de combien? De 205 euros par là. C'était pendant la période où tout le monde adorait cette compagnie. C'était une belle entreprise, hein, mais le prix, voilà, il y a beaucoup d'éléments exceptionnels, beaucoup d'éléments pas exceptionnels, mais il y avait, c'est une compagnie qui est en train de connaître une période une période exceptionnelle. C'est-à-dire qu'il y avait une demande ici qui avait été retardée pendant la période de la pandémie. Donc, techniquement, c'est pas quelque chose de durable. Mais c'était quand même une belle entreprise. Aujourd'hui, on cote à combien? 170 euros. Parfait. Donc, on va essayer de faire une mise à jour quantitative ici aujourd'hui. Parce que je rappelle toujours une chose. N'appelez jamais ceci une analyse fondamentale. Une analyse fondamentale, c'est le quantitatif et le qualitatif. Les deux vont dans le même sens. OK? Les deux représentent, quand vous prenez les deux ensemble, ça représente une analyse fondamentale. D'accord? Donc, le quantitatif permet de poser les bonnes questions, d'accord? Présenter les chiffres. Et le qualitatif permet de faire parler les chiffres. Quelle est la raison derrière la croissance? Quelle est la raison derrière la décroissance? Quelle est la raison derrière l'augmentation des marges? Quelle est la raison derrière l'augmentation de la dette? Quelle est la raison derrière la croissance des revenus dans le futur? D'accord? Vous faites très attention. Ce qui veut dire que si vous voulez investir à long terme, vous devez lire vos rapports financiers. Quelqu'un m'a reproché la dernière fois que je raconte la même chose. Mais qu'est-ce que tu veux que je raconte? C'est exactement ça. D'accord? Ça reste la même chose tous les jours. OK? Maintenant, on va regarder la stabilité ou la croissance des revenus. Je vais revenir à l'ancien tableau. J'aimais bien ce tableau-là. Revenus. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Et le plus important, c'est de savoir est-ce que c'est durable ou est-ce que c'est temporaire? Très important. Nous avons des revenus de 1,9 milliard. Est-ce qu'on s'attend à garder ce niveau de revenus-ci? Ou bien on s'attend à avoir des revenus moins élevés. J'essaie de regarder les estimations. Les estimations des analystes ici, déjà, ils ne sont pas nombreux. Donc faites déjà attention. Et vous voyez qu'ils anticipent à peu près une diminution des revenus. OK? Donc on aura plutôt une stabilité des revenus jusqu'en 2025 par là. Donc ça dit que ça confirme qu'on avait une période assez exceptionnelle. 1,8 milliard. C'est ce que je prendrais ici en termes de revenus. Actuellement, le 1,9 milliard, tant mieux si c'est dur. Même les analystes pensent que ce n'est pas durable. Qui suis-je pour dire le contraire en date d'aujourd'hui en regardant les éléments quantitatifs? OK? En termes de croissance, avant la période actuelle, etc., est-ce que nous avions une entreprise ici qui avait une croissance sur les 10 dernières années? 5%. Sur les 5 dernières années, 7%. Sur les 3 dernières années, 8%. Et sur les 2 dernières années, on a une accélération à 12%. Donc vous remarquez déjà qu'il y a quelque chose de très bizarre sur les dernières années. Il y a quelque chose d'exceptionnel, OK? Parce que la croissance ici, elle est soit par acquisition, soit de manière organique. D'accord? Ici, on constate que c'est plutôt organique et organique, c'est exceptionnellement élevé. OK? Donc, ça reste une information supplémentaire. En moyenne, on a un 5% de croissance dans le passé. Ça ne veut pas dire qu'on aura 5% dans le futur. Donc, c'est-à-dire que quels sont les drivers de la croissance? Très important. Il ne suffit juste pas de dire que, oh, elle a une croissance de 20% ici et on extrapole cette croissance pour les 5 prochaines années ou 3 prochaines années. Faites très attention. Déjà, en état stationnaire, tout ce qu'on voudrait d'abord, c'est que l'entreprise puisse au moins maintenir les marges, les revenus actuels stables. OK? Bon, une fois que c'est su, on continue. Marge brute, c'est bien d'avoir les marges, les revenus croissants, mais si les marges brutes sont en décroissance, on n'aime peut-être pas ça. Ici, on a des marges brutes en croissance. Très bien. Même chose. Durable ou pas?
C'est toujours la question qu'on doit se poser. On constate ici que voilà, est-ce que c'est avant ou après la pandémie? On constate ici qu'avant la pandémie, on était à peu près à des marges aux alentours ici de 30%. Là, on est presque à la moyenne de ce qu'on avait d'habitude. Mais vous constatez que c'est une entreprise qui augmente ses marges brutes de plus en plus. Évidemment, la période de 2008 est passée par là. Donc, vous comprenez ici que c'est une entité qui peut être assez touchée au cas où l'économie ralentit. Donc, encore une fois, il faut connaître les drivers de la croissance. Donc, dans une certaine mesure, ici, on est plutôt au niveau de la moyenne, trentaine de pourcents. Marge EBITDA. Est-ce que les marges EBITDA sont plutôt dans le même sens également? On a à peu près des marges EBITDA. Voilà. Remarquez ceci. Les marges brutes augmentent sur cette période-ci. Les marges EBITDA diminuent. Ça veut dire qu'on dépense de plus en plus ici. Les dépenses opérationnelles sont de plus en plus élevées. D'accord, soit en charge du personnel, soit en recherche et développement s'il y en a, soit en marketing, etc. C'est quelque chose, il faudrait déjà aller regarder quelle est la raison derrière, est-ce que c'est durable? Parce que là, on revient à peu près à ce qu'on a connu au plus haut en 2007 par là. Est-ce que c'est durable? Parce que le plus important, c'est de prendre généralement la médiane. D'accord? On ne veut pas avoir précisément raison, on va avoir le moins de tort possible. Est-ce qu'on prendra les marges de 10, en prenant des marges de EBITDA de 10%? Est-ce que je ne suis pas en train de me tromper? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt prendre une certaine moyenne? D'accord? Moi, j'ai toujours opté pour la médiane ici. Moyenne, médiane, ça reste à peu près la même chose. Donc, j'ai toujours opté pour la médiane. D'accord? Ça veut dire quoi? Le 8,15% ici, tant que je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on est à ces niveaux-là, est-ce que c'est durable, je préfère me limiter à des marges qu'on a connues par le passé aux alentours de 7% par là. Est-ce que l'analyste en question sur le dossier anticipe des marges EBITDA moins élevées? On vérifie EBITDA. Alors, EBITDA en termes de marge ici, on reviendrait, il pense qu'on pourrait revenir aux alentours de 8,5, 8,70% par là. Donc les marges actuelles, celles qu'on a connues, celles qu'on connaît depuis sur ces dernières années-ci, pourraient durer, selon lui. OK? Moi, je n'en sais rien du tout. Je note juste. OK? Maintenant, net income et free cash flow, est-ce qu'on va dans le même sens? Quand je prends les net income, les free cash flow, histoire de voir si on parle le même langage. Parce que je rappelle que ce qui compte à la fin de la journée sont les free cash flow. C'est avec les free cash flow qu'on paye la dette, c'est avec les free cash flow qu'on rachète les actions, c'est avec les free cash flow qu'on paye le dividende, c'est avec le free cash flow qu'on pourrait faire des acquisitions. Enfin, il est conseillé de faire des acquisitions principalement avec le free cash flow ici, quoi qu'on peut également prendre de la dette. Donc, il faut faire attention au free cash flow parce que le net income peut être manipulé. Et quand on regarde ce free cash flow-là, il est en dents de scie. Ça veut dire que quand je vais lire mes rapports financiers, je dois comprendre la raison derrière la variation de ces free cash flow-là. OK? C'est très important. Ici, les net income ont tendance, et free cash flow sur les dernières années ont tendance à aller dans le même sens. Ce que je pourrais également regarder pour voir s'ils parlent le même langage. Parfois, je prends les net income cumulés sur la même période avec les free cash flow cumulés sur la même période, histoire de voir si on a rapporté $1 en net income, est-ce qu'on a également rapporté $1 en free cash flow? OK, sur la même période. Sur les 20 dernières années, 700 millions net income, 500 millions free cash flow. Ça veut dire qu'il y a 200 millions de différence. Pourquoi? Sur les 5 dernières années, on a à peu près 328 millions en free cash flow, 317 millions en net income. Parfait. Donc, presque similaire. Ça ne me dérange pas si les free cash flow sont plus élevés que les net income. D'accord? Ça ne me dérange pas. Pourquoi il faut aller rechercher jamais la raison derrière. OK? Et les free cash flow peuvent être différents. Ça peut être dû aux besoins en fonds de roulement, ça peut être une mesure temporaire, ça peut également être dû aux acquisitions, pas acquisitions, mais à la dépense en capital de croissance. OK? Faites attention. En 3 ans ici, je ne parle pas de la dépréciation, amortissement, etc. Donc, sur les 3 dernières années, presque similaires. Donc, on remarque que sur les 5 dernières années, les free cash flow et les net income ont tendance à être similaires, n'est-ce pas? Sur les 10 dernières années, c'est également à peu près la même chose. 40 millions de différence, ça ne dérange pas. Pourtant, si on compare sur les 20 dernières années, il y a une grosse différence. Donc, ça veut dire que quand je reviens sur ce graphique-ci, et vous allez voir qu'on le met là, revenons sur les 10 dernières années, à peu près similaires, n'est-ce pas? Là, ça semble être très différent. OK? Sur les 5 dernières années, à peu près similaires, mais là, ça semble être également différent. Donc, il faut faire attention, il faut toujours les prendre ici sur une période cumulée ici, histoire de voir si on a à peu près eu la même chose. Donc, ici, on peut dire que les free cash flow et net income vont dans le même sens. Maintenant, pour ceux qui utilisent Coifin, vous savez à peu près qu'est-ce que vous devez faire pour avoir à peu près cette information-là. OK? En termes de marge nette, vu que les free cash flow et net income vont dans le même sens, est-ce que les marges nettes ici
ont tendance à être, qu'est-ce qu'est le niveau de marge nette qu'on a d'habitude ici? 2,76 sur cette période-ci. D'accord? Actuellement, on a 4,96. La question qu'on devrait se poser, c'est est-ce que ces marges-là sont durables? Est-ce que ces marges sont durables? Donc, déjà, je vais prendre les marges sur les 20 dernières années. On a 2,82. Sur les 10 dernières années, 2,90. Alors, 10 dernières années, admettons qu'on peut prendre les 10 dernières années ici, d'accord? Sinon, d'habitude, je suis même à l'aise avec les 20 dernières années, mais je vais prendre les 10 dernières années parce qu'elle a montré qu'elle pouvait augmenter les prix, les marges augmentaient, etc. sur les dernières périodes. Et vous constatez ici que les net income sont plus stables que les EBITDA, d'accord? Net income plus stable que EBITDA, ok? Il faudrait aller vérifier, enfin, pas qu'il faudrait aller vérifier pour ça. Ça donne à peu près, si on s'était limité aux marges EBITDA, ici on se serait dit, ah, c'est un business qui rapporte en termes de marge, les marges sont de plus en plus sous pression, mais à la fin de la journée, elle arrive à maintenir ses marges nettes stables. D'accord? Donc, même si les coûts, les charges et les coûts de personnel augmentent, etc., elle arrive à maintenir. Et encore, on n'a pas de vérification par rapport aux coûts de personnel. Il faudrait aller regarder en profondeur. OK? Donc, tout ceci pour vous dire qu'il faut toujours prendre toutes ces marges-là, il faut les prendre ensemble. Marge brute, marge opérationnelle ici, marge nette doivent aller dans le même sens. S'il y a une différence, il peut y avoir une explication particulière. Je peux avoir des marges brutes en croissance avec des marges nettes en décroissance. Ça peut également, ça peut vouloir dire ici peut-être que les charges liées à la dette augmentent, ou bien les charges de personnel augmentent, ou la dépréciation augmente. Donc, il y a beaucoup de raisons derrière. Il faut toujours les prendre ensemble. Si j'ai des marges nettes, des marges brutes qui diminuent alors que les marges nettes augmentent, ça veut dire que l'entreprise est peut-être de plus en plus efficiente. Faites attention. Bref, on va les prendre ici en 2,9. Croissance de revenus, on est à peu près à 5%. Ça reste une information supplémentaire, d'accord? Ici, on a 2,9. 2,9. Avant, je pense qu'on était à 2,70, si je ne me trompe pas sur la dernière vidéo. 2,70, où est-ce que j'avais noté ça? Voilà, ici, 2,5. J'avais pris 2,5 à ces niveaux-là. Je pense que j'utilisais encore le ticker ici. Et avec ticker, je prenais généralement la moyenne. OK? Je préfère prendre la médiane ici. OK? So, on revient sur cette vidéo-ci. Alors, même maintenant qu'on a pris à peu près les marges nettes en moyenne, on vérifie l'estimation des analystes toujours. Alors, les analystes s'attendent à des marges de combien? OK, on s'attend à peu près à des marges nettes aux alentours ici de marge nette ajustée, presque 4%. Donc, eux, ils s'attendent à avoir des marges nettes aux alentours de 4% dans le futur. Je n'en sais rien. D'accord? Pour le moment, ça va être à peu près notre hypothèse optimiste. 4,5%. OK? Disons 4,5, 4,43. J'aurais tendance ici je vais prendre ici le moins disant 4,3% par là. 4,27, 4,3, ça ne change pas grand-chose. Enfin, ça va aller. So, ensuite, on continue. Je prends vraiment le temps d'aller doucement sur cette vidéo-ci. D'accord? Parce que d'habitude, c'est un truc que on peut faire assez rapidement. Surtout quand on a déjà parlé de cette compagnie-là. Donc, je fais vraiment exprès d'aller très, très lentement. En termes de nombre d'actions, est-ce que le nombre d'actions augmente ou diminue? Je n'aime pas les entreprises qui augmentent leur nombre d'actions. Il n'y a aucune bonne raison derrière. Je m'en fous du dividende, le bénéfice de, comment on appelle ça, les actions gratuites, ou je ne sais pas, ça n'a pas de sens. OK? Si vous voulez aider les actionnaires, achetez les actions, point barre. Distribuer des actions gratuites ou je ne sais pas quoi, ça n'a pas de sens pour moi. OK? So, tant que les bénéfices nets augmentent année après année, vous ne voyez pas l'impact que ça peut avoir négativement pour vous. OK? Mais il serait mieux que l'entreprise rachète ses actions. Si l'entreprise arrête de faire croire que ses bénéfices nets par action, ici, vous allez voir que le prix il y aura un impact négatif à long terme sur vos bénéfices nets par action. Bref, on remarque ici que c'est une entreprise depuis 2015, le nombre d'actions à peu près à 3 millions, voilà, presque stable, 3 444. Je marque 3 440. Voilà, c'est ça, 3 440. PER moyen. Alors, on avait vu la dernière fois que c'est un PER de 15. Et je rappelle toujours que 15 fois les bénéfices, c'est un rendement. Ça veut dire ici que si j'achète une entreprise qui distribue $1 par an à 15 fois les bénéfices, $1 de bénéfice, à 15 fois les bénéfices, ça revient à peu près à 15 $. C'est-à-dire que mon rendement sur coût est aux alentours ici de 6,6%. C'est-à-dire que si on me distribue la totalité des bénéfices nets ici en dividende, je n'aurai pas plus que 6,6%. C'est-à-dire que si cette compagnie-ci
me verse par exemple 7% en date d'aujourd'hui, il faut que je fasse attention. D'accord? Parce que ça va au-delà de ce qu'elle gagne en date d'aujourd'hui. OK? Donc, moi, j'aime bien voir les choses dans ce sens-là. OK? So, maintenant, en termes de marge, et ça me permet également de voir, en termes de PER ici, je vois que le marché paye généralement 12 fois les bénéfices pour cette entreprise, en médiane. Donc, on ne paye pas beaucoup. Le multiple n'est pas généralement élevé pour ce genre de business-ci. 11,80, donc disons 12 fois les bénéfices, j'arrondis. Et vous remarquez que sur les 10 dernières années, à peu près, on a quelque chose de moins élevé que ça. Mais attention, elle a également gagné beaucoup d'argent sur les dernières années. Donc, le marché anticipe déjà que les marges auront tendance à diminuer. Donc, 12 fois les bénéfices, c'est ce que je prendrais. Techniquement, on pourrait même aller jusqu'à 15 fois les bénéfices. Par là, je pense que sur la dernière, j'avais pris 15 fois. Ça fait 10, 12, 15. OK? Il n'est pas exclu qu'elle touche les 15 fois les bénéfices et c'est totalement possible. Donc, je vais même être optimiste. Je mettrai le 15 fois les bénéfices. Elle peut clairement atteindre 15 fois les bénéfices. Et si on regarde bien dans ce secteur d'activité, c'est possible. Specialty Retail, on peut le négocier à 15 fois les bénéfices. Donc, je mets 15 fois les bénéfices. Et comme je l'ai dit la dernière fois, vous avez vu, j'ai pris 3 PER différents. Donc, prenez toujours 3 hypothèses différentes. D'accord? So, dette nette. En termes de dette nette, nous avons combien? Est-ce que la dette nette augmente ou diminue? Nous avons à peu près 186 millions ici de dette nette. Toujours aller vérifier si ça prend en considération les loyers ou pas. D'accord? 186 millions de dette nette. Et poussière, etc. C'est pas grave. Qualité dividende, on va y revenir. Donc, on a tous les éléments nécessaires pour effectuer l'évaluation de cette compagnie. Donc, X, 15 fois les bénéfices, égale combien? Alors, simple. 1 milliard 800. 2,9% de ce montant-là, d'accord, ça représente 52 millions. Multiplié par 15 fois les bénéfices, moins la dette nette, toujours enlever la dette nette à 186 millions. OK. Divisé par le nombre d'actions, 3 440, 173 euros l'action. OK. Ce qui veut dire qu'en date d'aujourd'hui, si l'entreprise me distribue la totalité des bénéfices nets en dividendes, et je rappelle ici que elle peut générer à peu près 52 millions 200, d'accord? Par rapport à la capitalisation boursière actuelle, on a à peu près 582 millions d'euros, divisé par 582 millions d'euros, sans prendre en considération la dette, bien sûr. Et vous voyez déjà ici que si la dette est à 186, on peut repayer la dette ici en 4 ans. OK? Ça veut dire ici qu'en date d'aujourd'hui, le rendement sur coût est aux alentours de 9%. Je vois ici qu'elle distribue un dividende de 9,41%. OK? On peut déjà voir ici que ce niveau de dividende n'est pas safe. Il y a de grandes chances qu'elle réduise ce dividende-là. OK? Il est très élevé par rapport à ce qu'elle rapporte en moyenne. Je dis bien en moyenne. OK? Et ça, c'est mon hypothèse, entre parenthèses, pessimiste. OK? Si je prends mon hypothèse pessimiste, je n'aimerais pas garder ce niveau de dividende-là. Maintenant, si l'entreprise décide de maintenir ce niveau de dividende, il faut vraiment que les marges soient totalement différentes. Donc, on va donc passer sur l'hypothèse optimiste. OK? On va prendre ici à peu près, ici on est à 2,9% de free cash flow. OK? En termes de pourcentage. Voilà. La seconde hypothèse, X, 15 fois les bénéfices. Et il ne faut pas juste prendre des hypothèses comme ça. Hein. Quand je vais lire les rapports financiers, qu'est-ce qui m'encourage à penser qu'on peut revenir à 2,9% ou bien à se maintenir à 4,3% selon les analystes? Toujours aller vérifier. OK? Sinon, ça ne représente que des chiffres. OK? So, 1 milliard 800 multiplié par 4,3%, la médiane à peu près de ce qu'on espère avoir dans le futur. Ça fait 77,4 fois 15 fois les bénéfices, moins la dette nette actuelle à 186 millions d'euros, divisé par le nombre d'actions actuelles, 3 440, ça ferait 283 euros l'action. Quand on voit ça, on va se dire, oh, sous-évalué. Et ça ne prend peut-être pas, enfin, quand on dit peut-être pas en considération, ça prend déjà en considération une certaine croissance. Donc, on pourrait se dire que légèrement sous-évalué en date d'aujourd'hui, mais tout dépend du maintien des marges à 4,3%. Donc, quand je vais lire les rapports financiers, il faut que je vérifie qu'est-ce que le management pense par rapport aux marges. Et si j'ai des doutes, vaut mieux que je me limite à la médiane. D'accord? De ce qu'on a eu par le passé. Et pour le moment, si je me limite à ce niveau-là, payer 170 euros ici, c'est juste un prix correct. Si croissance au-delà de 2025, tant mieux.
OK? Tant mieux. Maintenant, si on distribue un dividende, le dividende actuel de l'ordre de 9,41%, si on le maintient et qu'on a un doute sur les marges, ici, on peut déjà se dire que peut-être qu'on devrait s'attendre à ce qu'on réduise ce dividende-là. Donc, moi, je ne serais peut-être pas surpris de le voir couper. Mais si en lisant les rapports financiers, on se rend compte qu'on peut être optimiste par rapport aux marges futures, OK, peut-être parce que le management vous dit qu'on est de plus en plus efficient, regardez à peu près la concurrence en termes de marge, ils sont à combien, etc. On peut peut-être penser le contraire par rapport aux marges. OK? So, ça dépend vraiment des hypothèses, des arguments qualitatifs qu'on trouvera dans les rapports financiers. Si on prend le 77 400 000, après on reprend les 4,3% en date d'aujourd'hui, divisé par à peu près la capitalisation boursière ici, c'est 624, donnez-moi juste un instant, vérifier, capitalisation boursière, ici je vois 582 millions d'euros en capitalisation boursière, et ici je vois à peu près 624 millions d'euros en capitalisation boursière. Techniquement, voilà, on peut faire simple, hein, si j'ai des doutes par rapport à ça. 3, on va faire ça, 3,44 multiplié par 170, on arrive à 500 et poussière. Donc voilà, je vais prendre le 77 ici, 0,4. Et si j'ai même des doutes, je prends 77,4 je divise par le nombre d'actions, 3 440 000, et je divise ici par le prix par action. Donc techniquement, si on arrive à maintenir 4,3% ici de marge, OK, sur un revenu de 1,8 milliard, ça donne à peu près, divisé par le nombre d'actions, ça donne à peu près 22,50 € par action. Sur le prix qu'on paye en date d'aujourd'hui à 170 €, ça veut dire qu'on a un rendement potentiel sur coût de 13%. Et si on a un rendement potentiel sur coût de 13%, il nous reste encore quelque chose ici et qu'on paye un dividende de 4,41 ici, il nous reste encore quelque chose pour repayer la dette. Maintenant, on va regarder ici l'échelonnement, la maturité de la dette, les taux d'intérêt, etc. Donc, tout va dépendre des hypothèses. Pour mon avis, ici, je vous dirais une chose. Au prix actuel, je sais que je ne surpaye pas pour un maintien, pour un éventuel maintien des marges dans le futur. Donc, si cette compagnie-ci m'intéresse, le prix actuel est juste correct si on reste assez conservateur. OK? Maintenant, tout optimisme supplémentaire au niveau du maintien des marges, de la taille du marché, croissance supplémentaire au-delà de 2025, ça sera bénéfique. Donc, ceux qui sont intéressés par SAMC, vous pouvez aller creuser au prix actuel, ça pourrait être intéressant. OK? Ça pourrait être intéressant. Maintenant, au niveau du dividende ici, voilà, je suis un peu... Ça me stresse un tout petit peu, dans tous les cas de figure. Tout va dépendre du maintien, tout va dépendre du niveau de marge espéré dans le futur. Et pour le moment, on s'attend à un maintien des marges assez correct, mais j'aurais tendance à me situer au niveau de la moyenne. Donc, le mot de la fin ici, c'est simple, l'entreprise est juste correctement évaluée en date d'aujourd'hui. N'oubliez pas, en lien dans la description de cette vidéo aussi, vous avez le service Top Premium où vous pouvez demander des analyses quantitatives. Également, chaque mois, je présente à peu près 6 entreprises nord-américaines, précises bien, d'accord, qui, moi, me semblent sous-évaluées. 4 qui versent des dividendes au moins depuis une dizaine d'années. Et il ne suffit juste pas de regarder le dividende. Donc, on questionne la politique d'allocation du capital. Et 2 entreprises ici qui ne respectent peut-être pas ces conditions-là. Donc, on pourrait se permettre de parler d'une entreprise comme Meta ou bien comme Google, d'accord? Donc, vous comprenez que on a à peu près 2 entreprises ici, voilà, qui pourraient soit être des entreprises de croissance ou enfin exponentielle, bien sûr, parce que ça ne me dérange pas de présenter par exemple une entreprise comme Oracle ou bien, excusez-moi, comme Adobe par exemple, d'accord. Donc, mais chaque mois, on a au moins 4 entreprises qui respectent les conditions concernant le versement d'un dividende stable et croissant sur une dizaine d'années. OK? Et on questionne toujours la politique d'allocation du capital ainsi que les perspectives de croissance dans le futur. Il ne suffit juste pas de présenter la compagnie. Non. Il faut également faire le suivi. Donc, si je présente une entreprise comme, voilà, je prends un exemple, Home Depot. Si Home Depot m'intéresse au prix actuel, je reviendrai 6 mois plus tard ou 3 mois plus tard s'il y a des changements, s'il y a quelque chose de nouveau à rajouter ici, pour faire la mise à jour. Vous, de votre côté, qu'est-ce que ça vous demande? Vous allez lire les rapports financiers, écouter les conférences calls. Si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Ça ne sert à rien d'acheter une entreprise, par exemple, comme, comment on appelle encore ça? Best Buy, d'accord? Et après être étonné pourquoi est-ce que le prix de l'action baisse en date d'aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Il est toujours important ici de poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Et le but ici est que vous soyez des investisseurs indépendants. Posez les bonnes questions vous-même,
afin de pouvoir y répondre. Moi, je suis juste là pour essayer de vous donner voilà, des idées de réflexion, par exemple, mais je n'aurai pas précisément raison à chaque fois. Et encore même, je ne cherche pas à avoir précisément raison. Si ça vous intéresse, on se retrouve dans le service Top Premium. OK? Donc, les lectures, les notes d'analyse sont basées sur la lecture des rapports financiers et l'écoute des conférences calls. Donc, vous comprenez que ça demande du travail également de ce côté-là. OK? So, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Concernant SAMC, pour moi, le prix actuel est juste correct. Je ne m'attends pas à grand-chose. Tout va dépendre du maintien des marges. Donc, si j'avais à lire les rapports financiers sur cette compagnie-ci, voilà à peu près ce que j'irais rechercher pour bâtir ici une conviction à long terme. OK? Mais je ne pourrais pas dire qu'au prix actuel, c'est surévalué. Non. Ça peut être intéressant. Tout dépend de X, Y ou Z. En tout cas, vous avez à peu près des idées de réflexion. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. 25 minutes pour parler de SAMC? Trop long, hein? Donc, je pense qu'on va plutôt revenir sur le format où on parlait de la compagnie en moins de 10 minutes par là. Donc, j'ai voulu prendre le temps d'expliquer les choses ici. Donc, j'espère que la majorité aura tiré quelque chose de positif. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci.